Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Les Européens veulent-ils encore travailler ? Mondialisation et financiarisation, désindustrialisation et tertiarisation, numérisation et dématérialisation, ubérisation et précarisation, robotisation. En quelques décennies, le travail a subi de profondes mutations, sources de tensions, de désillusions et d'inquiétudes, qui conduisent à s'interroger sur la place qu'il occupe dans nos vies et nos sociétés. De l'utilisation à la confrontation aux nouvelles machines, à l'extension toujours plus importante du marché en passant par l'immigration, véritable armée de réserve du capital, le travail, la valeur travail, se trouve clairement mise en cause au profit de nouvelles valeurs, oscillant entre la créativité et la paresse. La dichotomie historique entre otium et négocium se retrouve au cœur des débats actuels, influençant les choix personnels et collectifs des Européens, du moins ceux qui cherchent à conférer un sens à leur existence et à renforcer leur destinée collective. En Europe, qui subit ces transformations de plein fouet, et le déclassement économique, politique et moral, la situation est d'autant plus compliquée que plusieurs cultures du travail se confrontent et se chevauchent. L'art du consensus du Benelux et des Scandinaves doit, selon les pays et les entreprises, composer avec le principe tout anglo-saxon du contrat, ou la logique de l'honneur et de la parole donnée propre à la France, même si celle-ci tend à s'éroder. À l'approche du grand colloque de l'Institut Iliade du samedi 5 avril 2025 à la Maison de la Chimie, consacré justement à penser le travail de demain, le libre journal de la civilisation européenne se propose de défricher ce vaste sujet et d'examiner la place, l'utilité et l'importance du travail pour les nouvelles générations d'Européens. Alors pour mener à bien cette discussion, nous recevons trois invités de choix qui pensent le travail depuis des années, chacun à leur façon. Philippe Diriban, qui est ingénieur général des mines et directeur de recherche au CNRS. Ses travaux portent sur la rencontre entre la modernité et la diversité des cultures et des religions, notamment justement dans le domaine du travail. Il a publié une vingtaine d'ouvrages avec des traductions en 10 langues, dont La logique de l'honneur au seuil et Le grand déclassement à Albin Michel, et plus récemment, Au-delà des fractures chrétiennes chez Salvatore. Xavier Van Lierde est bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, il est journaliste et consultant en communication. Il s'intéresse tout particulièrement aux mutations affectant le travail, l'entreprise et leur place dans la société. Et enfin, nous recevons, et c'est la deuxième fois en 2 émissions consécutives, c'était donc un plaisir, Victor Aubert, qui a enseigné la philosophie pendant 8 ans dans plusieurs lycées. Il est le fondateur d'Academia Christiana et aujourd'hui directeur général de l'ACEI. Il anime un podcast qui s'appelle Retour au réel. Bonjour à tous, merci d'être sur Radio Courtoisie. Nous saluons très chaleureusement les auditeurs de Radio Courtoisie pour ce nouveau libre journal. Alors, peut-être on peut faire un premier état des lieux sur ce qu'on a appelé les mutations du travail. Effectivement, on parle d'une mutation de la société économique, sociale, anthropologique. Comment ça se traduit sur le marché du travail et notre rapport au travail ? Xavier Van Lierde, vous qui vous êtes beaucoup intéressé avec Baptiste Rapin à l'émergence de la société managériale, c'est ce terme assez fort pourrait caractériser cette mutation. Oui, mais le management lui-même a évolué. C'est-à-dire que je pense que nous sommes la première grande rupture, c'était, je parle sous le contrôle de Philippe Diribarne, l'émergence de modes d'organisation taylorien, qui est bien évidemment, ont considérablement été une première vague d'appauvrissement des tâches effectuées dans le travail. Et ensuite, on a eu et nous sommes probablement dans ce moment-là, conscient que ce mode d'organisation taylorien pouvait nous mener à une impasse, à un désintérêt. En fait, on était, avec le taylorisme, dans quelque chose qui était purement transactionnel, c'est-à-dire que les gens acceptaient d'avoir un travail extrêmement appauvri, mais en échange, ils avaient davantage de temps libre, et puis un niveau de vie qui montait. Donc c'était une transaction, on acceptait que le travail s'appauvrisse, mais on s'enrichissait par ailleurs.
dès lors, le travail était déjà moins central dans nos vies et moins enrichissant, moins structurant qu'auparavant. Et puis, pour résoudre les écueils et les tensions qui naissaient dans ce cadre-là, il y a eu ce qu'on a appelé le néo-management. Le néo-management avait beaucoup de promesses, notamment de promesses et d'injonctions. La nécessité d'avoir un travail passion dans lequel on puisse s'investir, se réaliser, et malheureusement, ce management-là n'a pas tenu. Ce néo-management n'a pas tenu ses promesses pour tout un tas de raisons, enfin, en tout cas à mon sens, les principales étant, j'en vois deux. La première, c'est qu'il a la figure centrale et honnie du précédent management, le management taylorien, c'était la figure du petit chef, du contremaître, qu'on a adoré détester. On a adoré détester le petit chef et on se disait, à la place, on va avoir de l'autonomie et la possibilité de mener les tâches à bien tel qu'on le souhaitait. Mais en réalité, bien davantage que de nouvelles marges de manœuvre, le néo-management a comblé la disparition du petit chef qui exerçait une tutelle mais toutefois humaine. C'est-à-dire qu'on pouvait, un petit chef, c'est quelqu'un auquel on peut se confronter, avec lequel on peut avoir d'ailleurs des discussions même rudes, on peut même avoir des conflits avec lui. En revanche, lorsqu'il a disparu, peu à peu, je crois du moins, sont mis en place tout un tas de règles plus non pas informelles, au contraire. Plus horizontale, plus liquide. Pas horizontale, parce qu'elle venait bien du haut de la pyramide, mais en l'occurrence, elle n'avait pas de visage. C'est un pouvoir qui n'a pas de visage et qui était fait d'une multitude de normes extrêmement tatillonnes, et ce mouvement-là n'a cessé de s'approfondir pour aboutir, même sur la fin, à des normes de type idéologique. C'est-à-dire que le mot-clé dès la période taylorienne, mais ensuite, c'est la conformité. C'est-à-dire que je pense que le travail a été balayé, comme la société du reste, par une incroyable pulsion de conformité qui débouche normative, qui débouche même sur les cadres, pour les cadres, par une nécessité incessante de reporting, qui finit par se substituer au travail réel et par empêcher le travail. Et je crois que s'il y a une souffrance au travail et une disparition du sens au travail, c'est bien par la difficulté de plus en plus importante pour un grand nombre de métiers de réellement accomplir leurs tâches et de bien faire leur travail. Philippe Diribarne, je me tourne vers vous pour cette même question. Comment vous pourriez caractériser ces mutations du travail dans ces dernières décennies ? Ce qui me frappe, c'est que c'est quand même la spécificité de la situation française. Si on compare les réactions des Français à l'évolution de l'âge de la retraite, pendant que les Danois s'apprêtent, dit-on, à passer à 70 ans, que la plupart des pays européens sont à 67 ans, les Français estiment que 64 ans est un âge terrible. Et donc, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est au fond le décrochage des Français par rapport aux autres pays européens en matière de travail, qui me paraît intimement lié à ce qui vient d'être dit, à la fois aux questions de sens et aux questions de normes. Le rapport des Français disons, dans tous les pays occidentaux, il y a un désir d'autonomie, un désir de responsabilité, un désir d'être maître de son travail. Mais la forme que revêt ce désir n'est pas la même selon les pays, et la forme qu'elle revêt en France est spécialement attaquée par l'évolution que nous constatons. Si vous voulez, dans un univers américain, d'être encadré par des procédures, c'est bien. Parce que c'est la logique du contrat. Oui, et puis les procédures, ça évite l'arbitraire. Au fond, ce qui est suscite extrêmement de méfiance, disons, c'est l'arbitraire du supérieur. Et à partir du moment où on est dans un univers extrêmement normé, les normes s'imposent aux subordonnés, mais elles s'imposent aussi aux supérieurs. C'est-à-dire qu'une fois le supérieur a édité des normes, il ne peut pas juger son subordonné autrement que sur la manière dont il a respecté ces normes. Au fond, c'est un univers assez sécurisant, si vous voulez. Et aseptisé aussi. Et oui, relativement. Alors, ceci dit, enfin, on pourrait approfondir la question des États-Unis, si vous voulez, parce qu'il se passe aussi des choses qui posent question aux États-Unis dans la manière dont les normes sont conçues et la façon, disons, dont elles sont mises en œuvre. Bon. Dans l'univers que vous évoquiez, d'Europe du Nord, etc.,
bon, on a une vision qui est très forte de la tâche. On a une tâche. Et au fond, à partir du moment où on vous attribue une tâche, eh bien, ça remonte à loin, si vous voulez, à Luther, à la notion de Bérouf, de travail sacerdotal. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, or, en France, la référence, c'est plus le métier, et l'homme de métier. L'homme de métier qui, justement, parce qu'il connaît son métier, considère qu'il connaît beaucoup mieux son métier que les managers qui sont censés ou qui essayent de lui dire ce qu'il doit faire. Mais alors, Philippe Diribarne, dans un monde comme le nôtre où les corporations et les métiers sont sabrés de toutes parts, c'est donc toute cette tradition qui disparaît. Parce qu'aujourd'hui, quand on a un métier, on appartient à une corporation et on le défend, mais aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Alors, il y a effectivement, il y a des grands conflits, si vous voulez, autour du métier. On pourrait citer par exemple l'évolution des conventions collectives dans la métallurgie, dans lequel il y a une remise en cause, disons, du métier, dans lequel les syndicats sont vent debout, disons, devant cette remise en cause. Mais en même temps, si vous voulez, le métier, déjà en 1789, la loi Le Châtelier remettait en cause les corporations, etc., remettait en cause le métier. Et au fond, le métier disparaît et reparaît. Un Américain, disons, qui a fait une grande étude sur le monde du travail en 1848, montrait que le métier était réapparu bien plus fort encore qu'il n'était en 1789. Au fond, le métier disparaît, le métier reparaît, parce que l'attachement au fond de ceux qui travaillent à leur métier reste fort. Alors, une conséquence même, disons, de cette remise en cause du métier qui, effectivement, opère, c'est, au fond, de dire, si on me traite comme un exécutant qui n'a pas vraiment la responsabilité de son travail, qui doit simplement appliquer des directives, etc., pourquoi ne pas se désengager de son travail, d'où ce qu'on observe. Et qui n'en tire pas tous les fruits. Vous avez parlé des retraites. Et donc aussi d'une certaine richesse qui est captée aujourd'hui par la génération des baby-boomers et des retraités, avec une grande difficulté pour les actifs de récupérer le fruit de leur travail, en France notamment. Oui, alors, disons, je ne suis pas sûr que les questions de rémunération soient tout à fait centrales, parce qu'en fait, disons, ce rapport au travail se manifeste même dans des populations qui sont relativement payées de manière, de manière correcte. Dans le bas, disons, vous évoquez les personnes les moins payées, alors il y a aussi, si vous voulez, un autre phénomène qui est la réaction par rapport à ceux qui sont qualifiés d'assistés. C'est de dire, au fond, moi je travaille, et au fond, il y a des gens qui ne font rien et qui gagnent autant ou voire plus que moi. Alors, il me semble que ça se passe là. Il y a cette conjonction, c'est au fond, d'un rapport à ces personnes, disons, qui travaillent peu, et puis d'un rapport à la hiérarchie, donc managériale, enfin, je veux dire, si vous voulez, c'est cette image, on remplace l'homme de métier par le manager, et puis, disons, un autre phénomène qui est les effets de la massification de l'enseignement supérieur, qui fait que la correspondance traditionnelle entre le niveau de sortie de l'appareil éducatif et le niveau d'entrée dans l'appareil productif n'est plus du tout respecté. Enfin, on voit des positions qui autrefois étaient occupées par des ouvriers qui avaient grimpé, disons, dans l'échelle, qui maintenant sont occupés par de jeunes ingénieurs à qui on veut apprendre à voir le terrain et qui commencent en étant agents de maîtrise, chefs d'atelier, etc. Et ce qui bloque beaucoup les possibilités de promotion, de gens qui voient qu'avec le même niveau, disons, de sortie de l'appareil éducatif, n'ont plus du tout accès à ceux auxquels on avait accès il y a 20 ou 30 ans. Victor Aubert, toujours sur cette question des mutations, pour faire un premier bilan de ce qu'est le travail aujourd'hui, de la valeur travail, vous voyez d'autres aspects importants à mettre en avant ? Évidemment, il y a déjà des variables qui sont extérieures au travail directement. On peut penser notamment à la mondialisation et au marché du travail qui pousse les individus à finalement se soumettre à ce marché, donc à être déracinés aussi d'un lieu de vie, donc à déménager pour le travail. Qui aujourd'hui peut dire qu'il a grandi
dans le village de ses ancêtres ou même tout simplement on doit quitter tout simplement le lieu dans lequel on a grandi soi-même pour suivre le travail. Donc il y a cette liquéfaction en quelque sorte permanente de l'univers et du marché en fait qui pousse les individus à être déracinés de plus en plus. Il y a les dimensions évidemment industrielles, technologiques, techniques qui fait que petit à petit on a en France une tertiarisation de plus en plus importante du travail et l'apparition aussi de ce que David Graeber appelle les bullshit jobs, donc les jobs à la con, des métiers finalement inutiles et dont les personnes qui exécutent ces métiers se rendent compte elles-mêmes de cette inutilité, ce qui crée une crise de sens et un paradoxe dans cette société où finalement la technique et l'industrie devraient créer en quelque sorte, faire diminuer le nombre d'heures travaillées et au contraire on voit qu'il y a toujours autant de métiers parce qu'on crée en quelque sorte des occupations périphériques comme notamment dans le domaine du droit. Enfin, David Graeber liste un certain nombre de domaines qui sont en soi pas de l'ordre de la production mais qui gravitent comme parasitant l'économie autour du monde du travail. Et puis il y a une deuxième dimension qui a été évoquée par les intervenants précédents qui est liée à l'école et l'éducation. On est depuis le collège unique entrer dans une société, donc on a évoqué la massification de l'enseignement supérieur, où on promet à tout le monde, on dévalue les métiers manuels, c'est-à-dire qu'on promet le général à tout le monde, donc toute une classe d'âge aura son bac, ensuite on va envoyer tout le monde idéalement... Encore aujourd'hui, c'est pas un peu passé de mode ça ? Alors, écoutez, moi, il me semble pas, pour avoir été encore enseignant il y a encore quelques années, vis-à-vis, en tout cas, de la génération des parents et même dans le discours tenu par l'école de manière générale, on a quand même on pousse un maximum d'élèves vers la fac. À aller vers, en tout cas, des études supérieures du général. Voilà. Et aujourd'hui, moi qui vis dans on va dire la France périphérique, je vois à quel point sont en difficulté toutes les entreprises, que ce soit tant dans le domaine de la restauration que dans le domaine du bâtiment, pour trouver une main-d'œuvre qui a envie, en fait, concrètement, de faire ces métiers qui sont parfois pénibles, peut-être pas suffisamment rémunérés, etc. Donc, il me semble qu'il y a vraiment dans le malaise de nos sociétés quelque chose qui est vraiment lié à l'éducation, pas simplement que à l'institution scolaire, mais à l'éducation dans son ensemble, au type d'homme qu'on produit, parce qu'on fait miroiter à une société du loisir permanent, du divertissement en fait, plus que du loisir, et qui fait que nous sommes rétifs au travail, ou en tout cas on considère, c'est ce qui était dit tout à l'heure, le travail comme étant uniquement une forme de nécessité obligatoire pour pouvoir se payer les divertissements promis par la société. Je me tourne vers Gabrielle Fouquet, car elle est là ce soir. Bonsoir Gabrielle, je crois qu'il y a une première question d'un auditeur, on va y répondre très rapidement avant la première pause musicale. Bonsoir messieurs, un auditeur vous demande, pensez-vous que l'ouvrage de Nicolas Bouzou et Julie de Funès intitulé « La comédie inhumaine », publié en 2019, représente une image fidèle de la gestion du personnel dans les entreprises ? Xavier Van Leeuwen ? Julia de Funès s'est fait une spécialité de dénonciation d'une tendance extrêmement néfaste qui est l'injonction au bonheur au travail. C'est-à-dire qui était présenté comme quelque chose d'extrêmement bénéfique. Il y a eu même tout un tas de labels dont sont emparés des entreprises pour dire chez moi vous serez heureux dans votre travail, etc. Il y a même des happy managers. Il y a des happy managers, il y a... Happiness managers. Voilà, des happiness managers, tout ça est très anglo-saxon d'ailleurs. Et en réalité, petit à petit, on s'est rendu compte, et Juliette Funès a participé à cette prise de conscience, que l'injonction au bonheur, il n'y a rien de plus totalitaire en réalité. C'est-à-dire que j'exige que non seulement tu me donnes ta force de travail, mais qu'en plus tu sois de bonne humeur, que tu sois heureux. Et si tu ne l'es pas, c'est une faute professionnelle, car tu mets une mauvaise ambiance, tu n'es pas un bon élément, et donc tu seras mal noté. C'est-à-dire que la conformité va jusqu'à exiger des salariés des sentiments à l'égard du travail et de son entreprise qui sont de l'ordre du sentiment amoureux ou de l'état psychologique, ce qui n'avait, je pense, jamais été exigé auparavant. C'est vraiment une dérive totalitaire absolument effroyable. Alors, est-ce que c'est une image fidèle de ce qui se passe dans les entreprises ? Dans certaines d'entre elles et dans certains secteurs, évidemment, du tertiaire, c'est tout à fait vrai. Je ne pense pas que dans la plupart des entreprises de BTP, on exige certes du respect, une certaine bonne humeur, une manière d'être sympathique, mais on n'exige pas que la personne déclame son amour pour son métier le matin. Ce sont évidemment des dérives des métiers du tertiaire et à mon avis aussi dans les grandes
métropole qui concentre beaucoup de ce genre de choses. Pierre Leprince est également avec nous pour sa chronique musicale. Que nous proposez-vous, Pierre ? Chers auditeurs, bonsoir. Alors, cette émission me donne l'occasion de rendre hommage à Gabriel Yacoub, auteur, chanteur, compositeur, interprète, décédé en début d'année et qui a largement contribué au renouveau de la chanson française et des airs traditionnels via le groupe Malicorne. En effet, au début des années 70, dans le sillage de la vague pop-rock, il a eu la bonne idée de mixer instruments traditionnels et mélodies héritées du Moyen-Âge avec des productions modernes, redonnant ainsi un second souffle aux grands classiques des veillées de nos aïeux. Incarnant ainsi la célèbre citation de Dominique Veneur, « La tradition, ce n'est pas le passé, c'est ce qui ne passe pas ». Et pour coller au thème du travail, je vous propose d'écouter le morceau « Coucher tard, lever matin », issu de l'album « Nous sommes chanteurs de sornettes ». Bonne écoute. Ça nous rend pas vigoureux. Le mardi, faut aller faire les points. Le mercredi, faut aller battre le coin. Le mercredi, faut aller battre le coin. Coucher tard le matin, c'est pas ça qui fait du bien. De l'eau fraîche et du pain vieux, ça ne rend pas vigoureux. Le mercredi, faut aller battre le coin. Mais le jeudi, on le porte au ça ne rend pas vigoureux. Le jeudi, on le porte au moulin. Le vendredi, il faut faire cuire le pain. Le vendredi, il faut faire cuire le pain. Coucher tard le matin, c'est pas ça qui fait du bien. De l'eau fraîche et du pain vieux, ça ne rend pas vigoureux. Le vendredi, il faut faire cuire le pain. Mais le samedi, on a bien mal. Samedi, on a bien mal au coucher tard le matin, c'est pas ça qui fait du bien. De l'eau fraîche et du pain vieux, ça ne rend pas vigoureux. Le samedi, on a bien mal au rein, mais on commence ainsi le lendemain. Mais on commence ainsi le lendemain. Coucher tard le matin, c'est pas ça qui fait du bien. Ça ne rend pas vigoureux. Coucher tard le matin, c'est pas ça qui fait du bien. De l'eau fraîche et du pain vieux, ça ne rend pas vigoureux. Coucher tard le matin, c'est pas ça qui fait du bien. De l'eau fraîche et du pain vieux, ça ne rend pas vigoureux. Coucher tard le matin. Nous revoilà en studio. Merci à Pierre Leprince, auditeur et fidèle camarade de la promotion Patrick Pierce de l'Institut Iliade. Alors, chers amis, voilà, nous avons pu un peu caractériser les mutations auxquelles nous faisons face, avec des conséquences, une valeur travail en crise, et puis une forme d'aliénation, d'atomisation, de fausse libération du travailleur, chose qui a en plus accéléré avec une confrontation toujours plus importante à des nouveaux outils, pas toujours maîtrisés. Je pense à certaines nouvelles technologies. Il y a toujours eu des outils qui se sont imposés sur le marché du travail, mais des fois peut-être un peu plus lentement que ceux qui arrivent aujourd'hui. Des crises comme celle de la crise dite sanitaire du Covid, où on a vu vraiment en grandeur nature une gestion de ce parc humain et de ce parc de travailleurs tout à fait singulière. Donc, on peut peut-être prendre un petit moment sur voilà, les conséquences et la crise, finalement, du travail dans laquelle nous sommes. Philippe Diribarne. Il y a je vois deux grandes choses qui sont passées au cours de ces dernières années. Bon, la première, c'est que le développement des logiciels, de l'informatique,
a changé complètement la nature du contrôle. Quand on allait dans une usine il y a 20 ans, oui, les dirigeants de l'usine, la connaissance qu'ils avaient de ce qui se passait réellement sur le terrain, dans le travail que j'ai fait avec des entreprises, ça a été souvent, au fond, les dirigeants voulaient savoir ce qui se passait réellement. Et donc, et envoyés, on était, je dirais pas des espions de l'entreprise, parce que c'était pas du tout caché. Mais là, de savoir si les procédures étaient respectées, pas respectées, etc., en gros, on n'en savait rien. On n'en savait rien. Alors maintenant, c'est le degré de contrôle, le degré de connaissance de ce qui se passe, etc., a complètement changé. Ce qui fait que ce qu'on avait il y a quelques dizaines d'années, qui était quand même la capacité du travailleur de base, qu'il soit ouvrier, cadre, etc., à en prendre et en laisser par rapport aux instructions qu'il avait reçues et aux normes qu'il était censé appliquer, a énormément diminué. Et que du coup, le sentiment d'être maître de son travail a beaucoup diminué. On voit par exemple, je sais pas... Une forme de dépossession. Dépossession, je sais pas, mettons un directeur d'agence locale de banque, qui, très largement, savait parmi ses clients qui était fiable, pas fiable, à qui il pouvait prêter, pas prêter, etc., à qui il pouvait... voilà. Maintenant, tout ça est renvoyé à des logiciels de traitement qui sont au centre et ils se sont complètement dépossédés. Alors, une autre, je crois, évolution importante qui s'est passée a été liée à la période du Covid. Dans la société française, avant, l'idée de ne pas gagner sa vie, c'était quelque chose vraiment de honteux. On a vu au moment de l'apparition du RMI, puis du RSA, etc., on a vu des tas de gens qui étaient éligibles, qui préféraient ne pas l'avoir parce que c'était, non, on n'est pas des assistés, etc. Alors, pendant la période du Covid, il a paru normal, de gagner sa vie sans travailler. Et que du coup, un certain nombre de slogans qui avaient été émis dans les années en mai 68, mais sans être vraiment suivis des faits, ne pas perdre sa vie à travailler, sous les pavés de la plage, etc. Du coup, ont repris corps, et du reste, on les a vus s'afficher, disons, dans la rue, et puis on prit, au fond, on s'est dit, mais après tout, c'est possible. Au fond, alors qu'avant, ça paraissait du domaine, des choses qu'on dit comme ça, mais en fait, on n'y croyait pas. Et au fond, à partir du moment où on l'a expérimenté, eh bien, donc là, le sentiment d'indignité de celui qui, finalement, après, en laisse par rapport à son travail, a énormément diminué. Et du coup, en même temps, ils ont fait un réinvestissement à côté du travail, et on a vu même plein de gens qui étaient très, très investis dans leur travail, qui, pendant la période du Covid, ont réinvesti plus dans leur famille, ont réinvesti dans leur vie ordinaire, etc. Et qui, au fond, on trouvait que c'était pas si mal, avec en plus le télétravail, etc. Et pour le fait de revenir, disons, à l'état d'avant, est apparu comme une espèce de régression qui n'était pas prêt à admettre. C'est ce que dit Michel Maffezoli, qui sera un de nos intervenants au colloque. Il dit, moi, la valeur travail, elle est morte et enterrée. C'est son avis, il va le développer lors du colloque du 5 avril, au profit de nouvelles valeurs, celle de la créativité, celle de la communauté, celle du regroupement, etc. Donc, c'est un point de vue. Il faut pas exagérer. Il faut pas exagérer. Enfin, et puis en plus, la société française est très, très hétérogène de ce point de vue-là. Il y a quand même toute une partie, disons, de Français qui sont extrêmement investis dans leur travail, qui aiment leur travail, et qui, ne sont pas du tout dans cette perspective-là. Mais il y a aussi, disons, toute une partie qui est effectivement de cette perspective-là. Mais je crois qu'il faut pas généraliser. Victor Aubert, sur les conséquences et la crise du travail dans laquelle nous nous trouvons, quelle est votre analyse ? Alors, je pense qu'il y a effectivement, pour moi, grosse question du sens, comme on l'a dit à plusieurs reprises, qui est liée pas simplement qu'au monde du travail, qui est liée à une dimension globale de notre société. C'est une société, finalement, on ne sait pas pourquoi on vit, pourquoi on meurt, quel est le but de ce passage sur Terre, et on est tous devenus uniquement, la plupart d'entre nous, des consommateurs. Donc en fait, la seule finalité du travail, c'est la consommation,
et notamment consommation de loisirs. Donc, nous devenons de plus en plus rétifs au sens de l'effort, au sacrifice, au don de soi, en fait à toutes les vertus qui sont, on pourrait dire, indispensables à une société dans laquelle le travail peut avoir un sens et une finalité. Et puis, il y a également, petit à petit, le fait que le travail soit de plus en plus une longue chaîne d'intermédiaires, dans lequel, comme on l'a dit tout à l'heure, la soumission à des logiciels, à des procédures, fait que on est dépossédé d'une certaine forme d'autonomie dans le travail. Et moi, je pense que ce qui est marquant, c'est aussi le besoin qu'on a dans les plus jeunes générations, parfois de sortir de ces modèles-là. Alors quand on peut, parce que c'est quand même souvent un peu un luxe de pouvoir prendre du recul, développer une entreprise, trouver les financements pour, créer un business plan, etc. Mais c'est une forme d'aspiration qu'on voit de plus en plus, qui a, je pense, s'est intensifiée avec l'expérience du Covid, où on a voulu quitter la finance, la banque, des grandes entreprises pour créer sa propre entreprise, revenir justement sur la terre de ses ancêtres et reprendre une ferme, reprendre Donc, finalement, une vision, somme toute, classique que l'on pouvait se faire du rapport au monde et du travail. Vous pensez que les jeunes aspirent à ce retour-là? Moi, je pense qu'il y a même presque un saut générationnel, parce qu'en fait, il y a la génération des baby-boomers pour lesquels, finalement, on est dans des valeurs assez classiques de la modernité et du travail. C'est en fait un rapport assez financier par rapport au travail. On travaille pour gagner beaucoup d'argent et pour se payer beaucoup de loisirs. Et puis, ensuite, on a une génération qui, face au non-sens, et puis surtout au fait que la promesse des hauts salaires, c'est petit à petit un petit peu essoufflé. C'est-à-dire que la génération, on va dire, de ceux qui aujourd'hui approchent de la retraite, ont connu un accès à des hauts salaires beaucoup plus important et beaucoup plus massif que les jeunes générations aujourd'hui. Et donc, finalement, il y a comme une forme de déception par rapport à ce qu'on... En fait, on est sur un ascenseur social, ou en tout cas un peu inversé, dans l'échelle des revenus et des salaires, qui fait que ça permet de prendre du recul et de se poser d'autant plus la question du sens du travail, de se dire finalement, à quoi bon gâcher sa vie, sacrifier toute perspective de sens, etc., pour en plus ne même pas toucher un salaire aussi important. Donc, je vais me poser des questions et je vais, alors c'est très bobo et c'est dans l'air du temps, mais bien partir, quitter la ville et aller faire une formation pour devenir éleveur de chèvres, etc. Oui, il y a une vraie dynamique plutôt de la classe moyenne et plutôt dans les populations urbaines, on va dire. Alors, il y a quelque chose qui m'a marqué dans votre propos tout à l'heure, Philippe Diribarne. Vous avez dit il y a des métiers, finalement, et il y a le sens du métier qui ressurgit. Donc c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'il y a des archaïsmes, il y a des permanences, il y a des traditions qui, dans un monde du travail en crise, ressurgissent. Concrètement, est-ce que nos invités qui sont là, vous voyez d'anciennes valeurs ou d'anciens métiers qui ressurgissent une fois qu'on a fait craquer finalement la couche de vernis de ce travail en crise? C'était très frappant, celui dans la restauration de Notre-Dame, dans lequel vraiment on a vu être tailleur de pierre. Enfin, il a été vraiment, voilà, il y a un investissement, et je crois que tous ceux qui se sont occupés, disons, de cette rénovation de Notre-Dame ont été frappés par l'engagement vraiment considérable. Ça a dû susciter beaucoup de vocations, d'ailleurs. Voilà. Et les gens, les charpentiers, etc. En fait, une série de métiers, disons, dits manuels, etc. Alors, en plus, ce dont on commence à s'apercevoir maintenant, c'est que ces métiers dits manuels demandent beaucoup plus d'activité cognitive que les métiers dits intellectuels qui sont de plus en plus maintenant remplacés par des machines, etc. Il faut beaucoup plus... Enfin, il y a des études qui montrent que bien sûr, pour être coiffeuse, eh bien, il faut vraiment en avoir beaucoup plus dans la tête que pour être contrôleur de gestion qui sont censés. Et donc, c'est vrai qu'on a une transformation de la hiérarchie des métiers. Enfin, c'est phénomène connu, qui sont encore limités, mais quand même existent, de voir des gens qui ont des formations universitaires et qui se reforment dans... Et alors, par ailleurs, comme vous l'avez dit, c'est frappant de voir à un niveau, disons, élevé, disons, de sortie de l'appareil éducatif, le pourcentage de gens sortis des meilleures écoles
qui maintenant, au lieu d'aller dans les grandes entreprises, vont ou créer leur propre entreprise, ou vont dans des petites entreprises, dans des start-up, etc., bien qu'étant beaucoup moins payés qu'ils ne le seraient dans les grandes entreprises. Il cherche une forme d'équilibre et aussi de donner du sens avec... De donner du sens. Plus de prise sur son... Non, c'est beaucoup donner du sens. À la sortie, il y a des études à la sortie de l'école polytechnique qui sont extrêmement frappantes de ce point de vue-là. Xavier Van Lierde, vous vouliez ajouter éventuellement quelque chose ? Alors très rapidement, ça permet de lever les ambiguïtés sur la question du sens au travail, parce que beaucoup d'entreprises, notamment des grandes entreprises, qui ont voulu répondre en disant nous sommes des entreprises engagées dans le sauvetage de la planète, engagées dans ceci, dans cela, dans des très belles causes extrêmement généreuses, vrai ou pas vrai, peu importe. En réalité, le sens au travail ne se situe pas à ce niveau-là. Le sens au travail, c'est pas un discours, c'est la capacité qui est donnée aux gens qui travaillent dans cette entreprise d'accomplir une tâche dans laquelle ils exercent leur intelligence, qu'ils maîtrisent, et qui leur permettent d'accomplir quelque chose. Pas de se réaliser au sens individualiste du terme, mais d'accomplir quelque chose en mobilisant les ressources dont ils disposent, leurs connaissances, leurs compétences et leur imagination, leur créativité, les marges de manœuvre et la possibilité de faire du bon boulot. C'est là que se situe le sens au travail, pas dans le blabla inclusif ou wokiste ou je sais pas quoi. Merci, je vous invite à écouter maintenant Perspective identitaire. C'est une chronique de Raphaël Emma, auditeur de l'Institut Iliade de la promotion Frédéric Mistral, activiste provençal. Raphaël, la parole est à vous. Chers auditeurs, aujourd'hui nous abordons une question fondamentale. Une question qui, au-delà des simples considérations économiques, touche à l'âme même de notre civilisation. Les Européens veulent-ils encore travailler ? Depuis quelques décennies, nous assistons à un bouleversement radical du rapport au travail dans nos sociétés. Longtemps perçu comme un pilier structurant, garant de l'épanouissement personnel et collectif, le travail est aujourd'hui remis en cause par des tendances profondes qui traversent notre monde moderne. Mondialisation et financiarisation, désindustrialisation et tertiarisation, numérisation et robotisation, précarisation et ubérisation. Autant de transformations qui interrogent la place de la valeur travail au sein de nos nations européennes. Loin d'être une simple question de conjoncture, cette évolution traduit une mutation anthropologique. Le travail n'est plus un idéal, encore moins un cadre structurant dans l'identité sociale, mais un élément interchangeable d'un marché qui, à l'image de la société liquide dans laquelle nous évoluons, est fluide et déraciné. La question n'est donc pas de savoir si les Européens veulent encore travailler, mais plutôt s'ils veulent encore travailler dans les conditions que le monde moderne leur impose. Revenons en arrière, ne serait-ce que de quelques décennies. L'Europe, c'était le continent du travail bien fait, du compagnonnage, des maîtres artisans, des guildes transmettant leur savoir, des ouvriers fiers du fruit de leurs usines et des paysans attachés à leur terre. Le travail ne se réduisait pas à un simple salaire, à une simple condition sociale, il était une mission, un rôle, une transmission de génération en génération. En fait, le travail dans la conception européenne était un élément constitutif de l'identité sociale d'un individu. Avant la révolution industrielle, le travail apportait avec lui un rôle social, un sens que l'on retrouvait jusque dans les patronymes de ceux qui l'exerçaient. J'ai deux anecdotes qui vont dans ce sens. La première, c'est ma grand-mère, que j'invoque souvent dans nos émissions, qui me l'a raconté. Elle connaissait une fille dont le nom de famille était Louvrier. Communiste que ma grand-mère était, cette identité sociale que son ami portait dans son patronyme était, dans l'environnement que le Parti communiste français emmenait avec lui, un motif de fierté. Si cette fille s'appelait Louvrier, c'était parce que son grand-père, son arrière-grand-père, son arrière-arrière-grand-père et probablement encore une dizaine de générations au-dessus d'elle avaient travaillé dans des manufactures, des ateliers, des usines, en bref, avaient accolé à son identité sociale le fruit de leur travail. Là où le bourgeois en aurait vu un motif de moquerie, cet ami de ma grand-mère en avait fait une fierté, faisant transparaître à travers son nom son héritage et l'œuvre de ses ancêtres. Dans la même veine, il y a un peu moins d'un an, je buvais un coup avec un ami, compagnon du devoir, menuisier. Il me racontait que dans l'atelier où il travaillait, d'autres compagnons itinérants étaient venus manger un midi. Alors qu'un artisan se moquait gentiment des traditions ésotériques du compagnonnage, l'un des compagnons itinérants s'était brusquement levé. Il l'avait invectivé. Avec un élan de fierté, grande gueule, il lui avait dit de ne pas se moquer des compagnons, car ils étaient, par le fruit de la qualité de leur travail, l'aristocratie ouvrière. Ces deux exemples me servent à illustrer une lutte que nous devons mener contre le mépris social des uns, qui voudraient confiner certains pans de métiers, d'activités aux marges de la société. L'Europe est la civilisation de l'harmonie. Cette harmonisation passe par la fierté du travail que l'on effectue, en ça qu'il est une composante constitutive de la construction commune d'une société. Or, aujourd'hui, que constatons-nous ? Une large part de la jeunesse européenne ne rêve plus de carrière, mais d'un mode de vie libéré de la contrainte du travail. Les revendications autour de la semaine de 4 jours, du télétravail intégral, voire du revenu universel, sont les symptômes d'un profond malaise. Un malaise qui touche surtout
Les classes moyennes et populaires, les jeunes, celles qui ont vu le travail devenir synonyme de précarité, de déclassement, d'angoisse et d'exploitation. La désindustrialisation massive de l'Europe a non seulement détruit des millions d'emplois, mais aussi des savoir-faire, des traditions de travail. En parallèle, la financiarisation de l'économie a fait du travail un simple coût, une variable d'ajustement dans une logique de rentabilité à court terme. Comment s'étonner alors que dans ce contexte, tant d'Européens, tant de Français en viennent à rejeter un modèle qui ne leur promet ni stabilité, ni reconnaissance, ni avenir. À cette crise du travail s'ajoute un autre phénomène majeur, l'immigration massive. Depuis des décennies, les gouvernements européens organisent l'importation d'une main-d'œuvre étrangère, bon marché, pour compenser la baisse de l'engagement des travailleurs autochtones. Une immigration qui sert avant tout d'armée de réserve au capitalisme mondialisé selon la formule consacrée. Il ne s'agit pas ici de faire de l'idéologie, mais d'observer un fait évident. En remplaçant progressivement une main-d'œuvre qualifiée et enracinée par des travailleurs venus de cultures où le rapport au travail est bien différent, on a détruit le lien entre l'homme et son métier. Le travail cesse d'être une vocation et devient, un peu comme tout dans notre société, une marchandise interchangeable. Pire encore, cette main-d'œuvre importée exerce une pression à la baisse sur les salaires et les conditions de travail, fragilisant encore davantage les classes populaires européennes. Résultat, une spirale infernale où les Européens, confrontés à un marché du travail de plus en plus hostile, préfèrent parfois se retirer plutôt que de subir des conditions qu'ils jugent indignes. Mais ce rejet du travail ne se traduit pas uniquement par une révolte contre la précarité. Il existe aussi en Europe un courant de pensée qui tend à glorifier d'une certaine manière l'oisiveté, à valoriser une vie libérée de toute contrainte productive. Là où nos ancêtres considéraient l'effort comme une valeur noble, ou le negusium, l'activité, dominait le osium, le loisir, nous assistons aujourd'hui à une inversion des valeurs. Les idéologies postmodernes prônent un mode de vie où le plaisir immédiat, l'individualisme, l'hédonisme prennent le pas sur l'effort et la discipline. Mais nous ne devons pas pour autant se laisser aller à l'austérité et à la moraline des grands patrons et du capital, des libéraux, qui ne trouvent de sens à la vie qu'à travers le travail et le fait économique. Face à cette situation, à ce tableau que je vous dépeins, plusieurs scénarios sont envisageables. Alors d'abord, on a le modèle de la décroissance et du revenu universel. Certains idéologues prônent une réduction du temps de travail ou une sortie progressive de l'économie de marché via des dispositifs comme le revenu universel. Ce modèle, séduisant sur le papier, pose néanmoins une question fondamentale. Qui finance cette société de l'oisiveté ? Si le travail disparaît, qui produit la richesse ? Ce modèle ne peut fonctionner que si une minorité travaille pour entretenir une majorité qui ne produit plus. Or, dans ce cas, qui accepterait encore d'être ceux qui travaillent ? De plus, ce modèle ouvre ouvertement la porte au malthusianisme. Une autre voie, qui est celle suivie depuis des décennies par nos élites, consiste à poursuivre le modèle actuel. Toujours plus d'immigration pour compenser la baisse de l'engagement des travailleurs autochtones. Toujours plus de flexibilité, toujours plus d'adaptation aux exigences du capitalisme mondialisé. Un modèle qui conduit à l'effacement des identités, à la dissolution des cultures du travail national et, in fine, au remplacement pur et simple des peuples européens. Enfin, une troisième voie, et c'est la nôtre, celle que l'on doit défendre, consiste à replacer le travail au centre de notre projet de civilisation. Cela passe par plusieurs mesures claires. Réindustrialiser l'Europe afin de redonner aux Européens un cadre économique stable et valorisant. Mettre un terme à l'immigration de masse qui fausse les règles du marché du travail et déstructure nos sociétés. Revaloriser les métiers manuels et artisanaux trop souvent dépréciés au profit des bullshit jobs dans les services. Et enfin, rétablir une éthique saine du rapport au travail, en bref, une forme de philosophie de l'acceptation du travail. Car ne nous y trompons pas, une civilisation qui refuse de travailler, qui refuse de produire est une civilisation condamnée. Mais une civilisation qui ne se vit que par le prisme économique est un corps sans âme. L'Europe a bâti son destin sur la sueur et le talent de ses artisans, de ses ingénieurs, de ses bâtisseurs. Ils doivent retrouver leur fierté. Mais elle ne survivra pas si elle s'abandonne à la passivité et à la dépendance. Alors la solution ne se trouve peut-être pas dans les artifices économiques, dans l'austérité que nous proposent certains libéraux, mais peut-être bien dans une lutte du sens retrouvé, liant l'individu à son métier comme une prolongation de son identité et une source de fierté. Peut-être qu'au final, ce problème n'est pas tant économique qu'il n'est philosophique. Chers auditeurs, le choix nous appartient. Voulons-nous être encore maîtres de notre destin ou acceptons-nous de devenir de simples spectateurs d'un monde qui nous échappe ? La réponse se trouve entre nos mains, comme toujours, au travail. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Donc dans sa chronique, Raphaël Aima évoque ce qui avait été survolé jusque-là, la déstructuration de notre société, une forme de guerre de tous contre tous avec un ensemble de facteurs. Il a parlé de l'immigration qui n'est pas négligeable. Et puis finalement, cette recherche d'harmonie tout à fait compromise.
Et donc on cherche une voie. En Occident, on cherche une voie en Europe. Il en a donné quelques-unes. Il a même évoqué le revenu universel. Donc je me tourne vers Xavier Von Liert parce que vous avez une tâche particulièrement lourde. C'est d'animer une table ronde sur le revenu universel lors du colloque du 5 avril. On voit que c'est une solution, une forme de solution qui a pour objectif d'essayer de résoudre cette crise. Et Raphaël en évoque d'autres. Il y a des grands principes, retrouver une forme d'éthique, retrouver le sens du travail, retrouver du sens. Mais il y a aussi, il va falloir aussi passer par un certain nombre de mesures qui changent notre paysage économique. Alors, sur le revenu universel, vous qui avez un peu travaillé le sujet, est-ce que ça vous semble être une solution pour le monde du travail? Non, mais en fait, le problème du revenu universel, c'est qu'il suscite des attentes et il est mis en avant par des gens extrêmement différents qui le présentent comme un antidote à des problèmes qu'ils ont identifiés, mais qui sont eux-mêmes antagonistes. C'est-à-dire que chacun place dans le revenu universel ses propres désirs, ses propres fantasmes, en quelque sorte. Raphaël parlait du revenu universel comme étant une voie vers une société de l'oisiveté. C'est une possibilité, un risque ou un désir pour d'autres. Le revenu universel peut être aussi vu comme l'instrument d'une société de contrôle. Une société dans laquelle les individus perdent encore plus d'avantages qu'aujourd'hui leur autonomie pour remettre leur destin dans les mains d'un État qui serait pas Big Brother, mais Big Mother, en quelque sorte, une sorte de mère nourricière qui protégerait, mais un peu abusive et étouffante, et qui aurait la capacité, par ailleurs, une période récente nous a montré que c'était tout à fait possible, de décider qui a droit à ce revenu universel, qui donc ne le sera plus. Qui est censé être conditionnel et universel. Voilà, conditionnel. La bascule serait quand même extrêmement rapide. Bref, c'est un sujet trop riche pour qu'on le développe entièrement, mais il est un miroir de nos fantasmes, donc il est extrêmement intéressant. Peut-être qu'on peut faire l'exercice, pas simple, d'envisager, comme tente de le faire Raphaël Emma, sur des solutions un peu plus pratiques pour reprendre la main, pour que les Européens retrouvent du sens dans leur travail, retrouvent de la dignité, retrouvent l'envie de raccrocher leur travail à une rémunération juste, à un moment spirituel et communautaire. Vous, Philippe Diriban, qui êtes un analyste de ce monde de travail, est-ce que vous vous êtes prêté à ce jeu-là, de savoir trouver des pistes, finalement? Si on observe le monde du travail, il y a déjà une extrême hétérogénéité. Disons que c'est vrai que la tendance très forte a été, en France, depuis cinquantaine d'années, d'être sur un modèle de production dans lequel on combine une mauvaise formation professionnelle, des secteurs d'activité bas de gamme, peu compétitifs, des salaires bas, beaucoup d'allocations, et dans lequel, avec un faible niveau de productivité, par exemple, l'évolution comparée avec la Suisse est fantastique. En 50 ans, la France était au niveau de PIB par tête de la Suisse, elle est à peu près à la moitié maintenant. Alors, par rapport à ça, qui est dominant, il y a quand même un certain nombre de secteurs qui ont tout à fait réagi. Il y a des secteurs, vous prenez le secteur du luxe, le secteur de l'aviation, le secteur, etc., qui maintenant ont largement remis en place leur propre formation, avec la formation, vraiment des formations haut de gamme, leur propre des productions de qualité, etc., avec des gens tout à fait investis dans leur travail, etc. Donc ça existe déjà. Si vous voulez. Il n'y a pas de fatalité, disons, pour cela. Alors c'est plus facile, c'est dans un certain nombre de secteurs dans lesquels la France est quand même bien placée, celui qui sont à la fois le luxe, l'armement et le vin. C'est les fonds qui sont dans lesquels il y a de la place pour des activités haut de gamme dans lesquelles la France est très compétitive, des entreprises. Alors, c'est vrai qu'il y a des domaines où c'est plus difficile. Mais le cadre général sur les politiques générales n'interdit pas de faire des choses comme ça. Et je pense que
c'est bien de penser au cadre politique général, hein, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas le faire, mais qu'il est bien aussi de s'appuyer sur ce qui existe déjà, et parce qu'il y a des tas d'entreprises qui n'ont pas fait ce que vous critiquiez à juste titre, disons, la prétendue bonheur, etc. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur le fait que le sens du travail, c'était pas le sens de ce que fait mon entreprise, mais c'est le sens de ce que je fais moi, et de mes responsabilités à moi. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà fait ça. Et rien n'empêche de le multiplier dans d'autres secteurs, dans d'autres catégories, dans d'autres régions. Mais évidemment, disons, pour généraliser ça, il y a d'abord un problème massif de l'enseignement professionnel, dans lequel, si on produit des personnes, et alors là, le contraste, si vous voulez, avec l'Allemagne, par exemple, la Suisse, c'est quand même extrêmement frappant, si vous voulez, et dans lequel ce que vous disiez tout à l'heure sur au fond, ce que c'est bien d'aller dans l'enseignement général et pas bien d'aller dans l'enseignement professionnel, a des effets assez catastrophiques. Donc il y a ce problème-là. Et du coup, la solidarité entre ce problème et le fait de réindustrialiser, etc. Mais enfin, on a bien vu que des secteurs où on n'avait plus de soudeurs qualifiés, on n'avait plus de choses comme ça. Enfin, remonter tout un appareil industriel, c'est toute une affaire. Victor Aubert, puisqu'on va arriver malheureusement au bout de notre discussion, c'est très court, c'est très frustrant, et le rendez-vous est donné le 5 avril. Si on doit esquisser quelques pistes, peut-être ? Je pense que l'essentiel a déjà été dit. À mon avis, il y a une vraie solution à reprendre à travers l'école, parce que il faut rompre totalement avec ce modèle de l'individu unique où on formate tous les petits Français à rentrer dans un moule et on crée aussi d'ailleurs justement des ratés du système qui vont avoir du mal à rebondir par la suite. Donc il est important finalement de réinventer l'école et des modèles diversifiés de formation, d'éducation dès le plus jeune âge qui permettent de s'adapter, alors tout en donnant le sens du travail. Il ne s'agit pas de faire des feignants et de caresser les enfants dans le sens du poil en leur disant c'est bien mon petit chéri, tout va bien, mais il faut être capable de proposer des parcours, des chemins, des voies à différentes manières d'être, de valoriser des différentes formes d'apprentissage, pas simplement que le par cœur et la régurgitation de contenu, mais aussi de retrouver des choses qu'on fait avec ses mains. Et alors, moi, une question que je pose, effectivement, c'est vrai qu'on voit bien que la France, si elle peut s'en tirer, c'est plutôt vers le haut, c'est-à-dire en visant le luxe, l'excellence, et on l'a vu évidemment, on l'a évoqué, le chantier Notre-Dame, où on a remis en valeur ces métiers d'excellence. Mais est-ce qu'un pays peut vivre uniquement à travers la production du haut de gamme? C'est une question que je pose, j'ai pas la réponse. Je ne suis pas la réponse est non, je pense que c'est clair. Économiste. Et puis, il y a aussi, à mon avis, un problème politique et économique, qui est celui où on vit dans un État où les prélèvements sociaux sont les plus élevés. Et voilà, à force de taxer les entrepreneurs, tous ceux qui vont justement être capables de créer des voies, qui vont être en quelque sorte ceux qui vont réformer le monde du travail par sa base, eh bien, ça reste pour moi, je pense, un des problèmes majeurs quand même de notre pays, sans forcément être un libéral en disant ça, mais ça me semble être une question fondamentale. Très bien, merci. Nous arrivons au terme de cette discussion. Juste pour vous signaler un très bon livre signalé par un de nos auditeurs, c'est L'éloge du carburateur de Matthew Crawford. Je pense qu'il est connu de nos invités. Effectivement, très bon livre que nous vous invitons à lire de cet auteur américain qui a été invité au colloque mais qui n'a pas pu venir. Donc, pour poursuivre ces discussions, c'est un sujet de fond. Nous vous donnons rendez-vous à la Maison de la Chimie le samedi 5 avril. Nous sommes près de 1500 personnes pour discourir, réfléchir, penser le travail de demain. Et je cède la parole à Pierre Le Prince. Alors, pour ce second interlude, je vous propose de découvrir un ouvrier de l'ombre que vous connaissez sans le connaître. D'abord ingénieur du son, puis arrangeur et enfin compositeur, il est à l'origine du succès de nombreux classiques de la chanson française. Hallyday, Paul Naref, Gainsbourg, Barbara et bien d'autres, tous ces grands noms doivent en partie leur succès à ses mains expertes et aujourd'hui, à plus de 80 ans, preuve qu'on peut travailler longtemps dans certains domaines, Jean-Claude Vannier sort un album à son nom sur le label du chanteur protéiforme Mike Patton. Il s'intitule sobrement Jean-Claude Vannier et son orchestre de mandoline et on écoute le morceau La danse des maillots de bain pour nous faire patienter jusqu'au prochain congé payé. Bonne écoute et à très vite.
Nous revoilà dans le studio de Radio Courtoisie pour la chronique culturelle, que j'ai souhaité consacrer à la nouvelle livraison de l'excellente revue le magazine des idées à l'endroit Éléments, bien connu de cette émission, qui consacre son dossier au retour des dieux, enquête sur le renouveau païen en Europe. Je reçois pour ça Aurélien Pilonnel, qui est chargé de communication à Éléments. Alors, première qualité de cette revue, c'est une forme de constance, de cohérence et de fidélité, puisque c'est d'ailleurs une des seules en France à traiter ce sujet du paganisme, en tout cas à s'y intéresser. Tout à fait, oui. Alors il faut revenir aux origines. Donc la revue Éléments a été lancée en 1973. C'est à l'origine un organe de diffusion du GRES, donc le groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne. Le dernier numéro donc de la revue, rien de moins que le 212e, est consacré à une enquête dirigée par Xavier Aimant sur le renouveau païen en Europe. Son titre, effectivement, il est évocateur, Le retour des dieux. J'ai avec moi aussi le numéro 27 de la revue, donc ça remonte puisqu'on arrive dans les années 1978, et sa splendide couverture, issue du film Les Nibelungen, réalisé par Fritz Lang, représente le héros germanique Siegfried sur sa monture. Elle résonne comme un écho lointain numéro actuellement en kiosque, puisque son titre est également Le retour des dieux. Donc cet écho lointain, ce même titre, à quasiment 45 ans d'intervalle, montre effectivement que même si la revue a évolué en 40 ans, il y a quelque chose qui reste, c'est la fidélité aux idées. Ça c'est la revue. Alors justement, le paysage, quand on parle du retour des dieux ou du renouveau païen en Europe, de quoi parle-t-on exactement? Est-ce que la situation en 40 ans a changé, a évolué? Alors elle a fortement évolué. Alors on parle dans ce numéro principalement de l'Europe, notamment des pays baltes et des pays d'Europe de l'Est, avec des chiffres sur l'évolution donc de la pratique, des pratiquants et des différentes organisations qui sont évoquées dans ce numéro. Mais au niveau mondial, il y a également une évolution, puisque aux États-Unis, on recense de plus en plus de pratiquants du paganisme. On en recense partout en Occident, mais également il y en a forcément dans les pays en Inde, en Chine. C'est des pays dans lesquels il n'y a jamais eu de rupture finalement. Il n'y a jamais eu de conversion aux religions monothéistes, donc il y a toute cette pratique qui compte des centaines de milliers, des milliards de pratiquants. Mais là, effectivement, on se concentre plutôt sur l'aspect occidental et le renouveau, donc c'est plutôt un néopaganisme qu'un paganisme traditionnel. C'est ça, c'est-à-dire que, est-ce que ce néopaganisme, ce retour à cette spiritualité, c'est une forme de philosophie, de vision du monde, ou une réelle religiosité avec des pratiques qui concernent les individus et les communautés? Eh ben, un peu des deux finalement, puisque si on remonte à la racine déjà du mot religieux, c'est un mot d'origine païenne, puisque c'est un mot romain qui vient, alors selon certains auteurs antiques, le mot religion on peut le rapprocher du religare, qui signifie relié ou attaché. Traditionnellement, c'est ce qu'on entend. Donc relié, qu'est-ce qu'on relie? C'est soit l'homme à Dieu, soit les hommes entre eux, soit la communauté des hommes à Dieu. Enfin, c'est cette idée du lien. Et donc oui, dans ce sens-là, il y a toujours une religiosité, mais il y a une religiosité immanente chez les hommes, quel que soit le point de vue duquel on se place, que ce soit d'un point de vue chrétien, il y a forcément un lien avec Dieu, un lien individuel, mais chez les païens, c'est plutôt un lien communautaire, un lien humain, politique. Donc il y a forcément une forme de religiosité d'une manière ou d'une autre. Avec une spiritualité peut-être plus liée à la terre et au peuple qui porte... Oui, c'est surtout ça qu'on retrouve dans le néopaganisme, principalement donc chez ces organisations qu'on découvre dans le dernier dossier d'éléments. C'est surtout des religions ethniques, des religions traditionnelles européennes, des religions indigènes. Donc il y a un groupe qui s'appelle le Congrès européen des religions ethniques, dont on parle dans le dossier, qui regroupe certaines des plus grandes organisations européennes de ces mouvements néo-païens. Et effectivement, l'idée, c'est surtout de rattacher la religion indigène des Européens, donc les religions indigènes, puisqu'en l'occurrence, elles sont polyphoniques, elles sont rattachées à différentes terres, à un peuple. Donc il y a la religion, il y a le néopaganisme grec, il y a le néopaganisme balte, il y a le néopaganisme slave, français. Alors vous parlez des pays baltes, où effectivement, je crois même que c'est en Estonie, où le paganisme a été reconnu comme une religion officielle. Alors c'est ça, alors il y a un certain nombre de pays où le paganisme est en fait reconnu comme religion officielle. Par exemple, l'Espagne, depuis 2007, il y a la communauté odiniste d'Espagne, donc c'est un peu contre-intuitif parce que c'est la communauté odiniste alors qu'on parle des Espagnols. Mais les Goths, les Visigoths. Justement, il y a le premier mariage
de tradition wisigothique qui a été célébrée depuis l'époque wisigoth, justement le 23 décembre 2007 à Barcelone, ce qui est assez original. Mais sinon, on a effectivement aussi le 10 décembre dernier, il y a la Lituanie qui a reconnu l'association Romuva, et qui a reconnu une reconnaissance officielle après des années de lutte. Mais sinon, à part ça, effectivement, il y a un nombre de pays baltes de l'Est, et puis en Inde, en Chine. En Chine, on reconnaît 5 religions principales, donc le taoïsme, mais aussi le protestantisme, mais aussi le bouddhisme. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de pays, et les États-Unis aussi reconnaissent le paganisme. Donc sur les pays baltes, il y a donc cet article « Paganisme se lève à l'Est, Bélarus, Lituanie, Lettonie » de Maxime Cheminot, donc avec plus évidemment d'informations. On retrouve un article de Guillaume Travers sur Ismaël Kadaré au carrefour des mythes européens et qui nous parle de l'Albanie, donc un article beaucoup plus surprenant. Et évidemment, ce dossier est ouvert par Alain de Benoît qui présente cet être au monde comme un antidote finalement au monde moderne. Donc on pourrait qualifier peut-être par le consumérisme, l'individualisme, l'atomisation. En quoi le paganisme est un antidote ou peut être un antidote aux valeurs modernes? Oui, effectivement, c'est un combat que Alain de Benoît mène depuis la création du Grèce et la Nouvelle Droite. Et en quoi est-ce que le paganisme, justement, serait un antidote aujourd'hui au mot qu'on connaît? C'est justement là que trouve tout l'intérêt cette chronique et ce retour des dieux, puisque tous les articles qui ont été écrits dans ces années 80-70 par les membres de la Nouvelle Droite prennent tout leur sens aujourd'hui et s'annoncent quasiment prophétiques, puisqu'ils annonçaient avant tout le monde, ils annonçaient de manière vraiment prophétique l'atomisation, ils dénonçaient l'individualisme et toutes ces pratiques. Et justement, le paganisme, ça a toujours été un retour à la forme communautaire, un retour à une forme de religiosité qui donne du sens à un système de valeurs, en fait, retrouver un système de valeurs en tant qu'Européens pour nous sortir effectivement de ce nihilisme contemporain qui est, on peut le dire, un poison, et c'est pour ça qu'on peut parler d'antidote, puisque le nihilisme contemporain est réellement un poison qui infecte l'Occident, et on le voit aujourd'hui avec justement ce renouveau trumpien aux États-Unis, qui est inspiré par tout un mouvement néo-réactionnaire. Qui n'est pas vraiment païen, mais plutôt évangéliste. Mais qui est justement derrière ce renouveau trumpien, il y a une droite, la droite néo-réactionnaire de Curtis Yarvin, la néo-réaction, qui elle, justement, on trouve des auteurs comme Bronze Age Perverte et un certain nombre d'auteurs qui sont justement inspiré des idées de la Nouvelle Droite et du paganisme et du retour vitaliste. Et donc vous voulez me faire une transition pour dire qu'il y a un entretien avec Curtis Yarvin. Il y a un entretien avec Curtis Yarvin dans le dernier numéro d'Éléments, tout à fait. Bon, de toute façon, c'est un sujet extrêmement dense. J'invite évidemment les auditeurs de Radio Courtoisie qui s'intéressent à cette spiritualité, cette conception du monde, à se plonger dans la revue Éléments, qui en a fait son cheval de bataille. C'est le dernier numéro, avec un article sur BlackRock et les fonds passifs, sur la mécanique Kubrick, sur une rencontre avec Stephen Smith, comment la France s'est ensablée en Afrique. C'est toujours aussi passionnant, tous les sujets sont abordés de front. Merci d'avoir été avec nous. Lisez Éléments. Le libre journal du lundi soir, présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne. Autour d'un verre, le rendez-vous poétique du libre journal Vive la civilisation européenne. Nous retrouvons désormais Gabriel Fouquet qui interprète les poèmes de Frédéric de Cinquiaux dans notre rendez-vous poétique mensuel Autour d'un verre, une chronique où elle nous partage son regard sur le monde à travers les réflexions d'un jeune couple, Frédéric et Romain. Cette semaine, elle vous propose, chers auditeurs, un texte intitulé « Le chemin de la guérison ». Il semble, Frédéric, que nous soyons si loin du temps où les ténèbres obombraient vos matins. Ce vertige auquel nous vous abandonnions, ces sentiments frivoles frôlant la déraison, cette sombre tristesse, cette noirceur de l'âme ont fui depuis que vous avez changé en dame. Il n'y a plus de place pour la dépression, vos journées sont rythmées par vos belles passions. Comment avez-vous repoussé l'accablement? Où sont passés vos pleurs, vos troubles, vos tourments? Quel est votre secret pour porter sur vos lèvres un si joli sourire combattant toute fièvre? Il est vrai, mon Romain, que je vais beaucoup mieux. Mes nuits sont reposantes, mes jours enfin heureux. Le soleil qui se mire dans les reflets des eaux réchauffe en outre les striures de mes mots. Autrefois tavelée, mon âme ne l'est plus. Elle est saine à présent, apaisée, ingénue.
J'ai accepté la vie et les fruits qu'elle porte, les joies, peines et rires, les mois de toutes sortes. Le cycle créé par la naissance d'un être, jusqu'au dernier soupir d'un vénérable ancêtre, ne vient pas sans mystère ni souffle du divin. Mon repos vient de l'acquiescement du destin. Séant, j'admets, j'endure, je tolère et supporte ce que les moires tissent, retirent et apportent. Ainsi je ris, je crie, je joue et je gémis, je chante et je dessine, je chante et je m'ennuie. Mais je ne réponds qu'à moitié à vos questions. Je n'ai évoqué le sel de ma guérison. C'est juste. Quel motif a précédé vos actes? Comment se protéger des hautes cataractes? Qui a guéri votre âme, malmenée en disgrâce? Quel pansement est suffisamment efficace pour rencontrer la paix et non la vacuité, pour guérir des blessures qu'on vous a infligées? Aussi paradoxal que cela paraisse, j'ai accepté sans peine les nouvelles promesses d'un autre, d'un ami, d'un altère, d'un voisin, d'un autrui, d'un parent, d'un amour, d'un prochain. J'ai réouvert mon cœur qui s'était refermé, recroquevillé sur lui-même tout blessé. Contre-intuitivement, j'ai donné ma confiance à l'animal sournois suscitant ma défiance. L'homme m'a mise à terre, mais il m'a relevé. Alors qu'en lui ma foi s'était bien dégradée, c'est lui qui dans mes veines a toujours distillé de l'amour simple et doux, total, illimité. Ma chère Frédéric, c'est proprement l'amour qui a illuminé la beauté de vos jours. Les cabotins, les vils, les vauriens n'auront pas entaché pour longtemps la toile en taffetas, qui protège votre cœur et ses hauts sentiments, enveloppe vos émotions et vos élans. Vous semblez bien guéri, calme face à la vie. Venez là dans mes bras, Frédéric, mamie. Voilà, merci à Frédéric Cinquiot qui nous propose donc ces vers pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Et je me retourne de nouveau vers Gabriel Fouquet qui va nous proposer sa boussole artistique. Vous avez suivi l'actualité culturelle et vous souhaitez la partager avec les auditeurs de Radio Courtoisie. Tout à fait, mais avant j'aurais une question à leur poser. Vous êtes-vous jamais senti dans l'orage, déboussolé, comme une aiguille qui cherche frénétiquement le nord sur le cadran? Et une fois ce cadran retrouvé, vous souvenez-vous de la volupté propre à ceux qui se sentent bien aimantés à leurs convictions, leurs certitudes, leurs repères, à leurs points cardinaux. Je me sens régulièrement fêlée, désorientée, et dans ces moments-là, j'aime à revenir concrètement à ce que m'enseignent les pôles. Et je remonte le cadran à l'envers, du sud vers le nord, de l'est vers l'ouest. Clic, clic, 90 degrés, le sud. Partir du chaos qui vous met la tête à l'envers pour mieux regarder vers le haut. Flash, un rayon vert. La lumière émerge des ténèbres. C'est en tout cas la leçon du Caravage, parfaitement restituée par l'espagnol Giuseppe de Ribera. La remarquable rétrospective que lui consacre le Petit Palais jusqu'à la fin du mois y confronte notamment deux périodes majeures de la vie de l'artiste, son séjour romain, mieux identifié depuis peu, environ 20 ans, et sa période napolitaine. L'occasion de réécouter en même temps le premier épisode de la seconde saison du podcast Le Retour au réel de notre ami Victor Aubert, qui s'intéresse justement à Naples, la terriblement belle et la passion du voyage. Puis d'enchaîner dès la mi-mars avec Artemisia Gentileschi, héroïne de l'art et immense caravagesque, au musée Jacques-Marandré. Artemisia Gentileschi est souvent comparée à un phénix, cet oiseau qu'Hérodote rattache au culte du soleil à Héliopolis, celui qui renaît de ses cendres dans un jaillissement de lumière. Clic. 45 degrés, nous voilà à l'est, en Orient, là où le soleil se lève. Les côtes du Japon émergent des brumes du Pacifique, car les 7 cavaliers rééditent cet hiver bienvenue, honorable visiteur de Jean Raspail, disponible à Nouvelle Librairie. Qui mieux qu'un aventurier pour nous guider, nous les déboussolés? L'ordre ancestral japonais repose sur l'équilibre, le fameux zen intérieur qui mène à l'harmonie, dedans et dehors, et sur la tradition. Celle-ci est particulièrement bien représentée dans la série télévisée multi-récompensée Shogun, sortie en février 2024. 10 épisodes, d'environ 1 heure chacun, pour adapter le roman éponyme de James Clavell, paru en 1975, à voir et à revoir. Car former un samouraï demande du temps. C'est un voyage initiatique, qui commence le jour dans le dojo, parmi les armes et les textes, et se poursuit la nuit, autour du feu, au plus près des légendes. Clic. 45 degrés plus haut, le nord. Les aurores boréales dessinent dans le ciel les histoires nordiques millénaires. 17 d'entre elles ont été merveilleusement illustrées par l'artiste finlandaise Ulla Tinell pour les éditions Nuit Nuit.
Une lecture familiale qui enchantera les dernières longues nuits d'hiver de vos enfants avant de les embarquer au printemps sur le dos du jarre Martin dans le conte traditionnel suédois Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède de Selma Lagerlöf, un classique de la littérature jeunesse dans une charmante édition chez Albin Michel, qui enseigne à un petit garçon et au lecteur en général l'importance de savoir d'où l'on vient, entre autres choses. D'où l'on vient. Clic. Les 45 ultimes degrés. Nous voilà à l'ouest. Rien de nouveau, me direz-vous. Non, rien de nouveau. Mais la certitude rassurante d'être chez soi, d'appartenir à une terre, à un lieu, d'être ancré. Parmi tous les points cardinaux, je confesse que l'ouest a toujours été mon favori. Il charrie des odeurs de galettes Saint-Michel quand le vent d'est se lève l'été, le parfum des hortensias bleues imprégnées d'ardoise et d'embrun en août sur une terrasse plein sud à l'île aux Moines, et la chlorophylle givrée par la bise du nord dans les forêts angevines les matins de décembre. Donc quand vous vous sentez dans l'orage, chers déboussolés, chers amis, je ne peux que vous inciter à revenir à vos points cardinaux, à l'essentiel, à la permanence, à ce qui vous construit. Revenez à l'ouest, et peut-être ne perdrez-vous plus le nord. Merci Gabriel de nous guider ainsi. Nous prenons vos pas et nous allons suivre vos conseils. J'ai été tout à fait ému par votre évocation d'Artemisia Gentileschi. Vous savez que dans une autre vie, j'ai été directeur du musée Mayol et ça a été une des plus belles expositions que j'ai pu faire. Donc je vais aller voir celle de Jacques Marandré, hein, c'est ça ? 17 mars. Il n'y a pas une production non plus énorme d'Artemisia Gentileschi, donc je pense qu'on va retrouver beaucoup des tableaux qui avaient été exposés il y a peut-être 10 ans maintenant au musée Mayol. Un peu moins, ouais. Mais c'est aussi l'occasion d'interroger Artemisia en tant qu'artiste. C'est elle le sujet en fait, plus que ces tableaux, c'est autour de sa vie à elle. D'accord, donc fille de Orazio Gentileschi, et peut-être que sa relation avec le père lui a inspiré tant de tableaux si cruels, de Judith et Holoferne, etc., non ? Il y a beaucoup de choses à dire sur Artemisia Gentileschi, donc courez-y jusqu'au mois d'août. Bon, peut-être que nos invités, il nous reste quelques minutes, ont d'autres conseils pour les auditeurs. Alors, je rappelle tout de même que Victor Aubert est avec nous et il est chef d'orchestre du Congrès du Bien commun, le samedi 15 mars 2025, c'est à Paris. Peut-être un petit mot, puisque nous approchons de cette date. Rappelez en quoi consiste ce congrès ? Bien sûr, donc il s'agit d'une journée à la fois de convivialité, de retrouvailles, un carrefour politique où se retrouvent tous les amoureux du bien commun. Nous allons parler du pouvoir et de savoir de quelle manière, en 2025, le pouvoir, sous quelle forme se décline-t-il ? On se souvient, lorsque les partisans de Donald Trump étaient entrés dans la Maison-Blanche, qu'ils avaient avec des cornes, ils étaient entrés finalement dans des bâtiments vides de tout pouvoir. Donc, il est important de se poser la question de la forme que le pouvoir a pris aujourd'hui et des manières dont nos engagements peuvent être des formes de pouvoir à une époque de liquéfaction. Voilà, donc je vous donne rendez-vous, comme l'a bien dit Romain, le 15 mars, toute la journée à Paris, à l'espace Athènes. Un autre rendez-vous important, nous en avons parlé plusieurs fois aujourd'hui, puisqu'il porte sur le thème du travail, penser le travail de demain, identité, communauté, puissance. Nous recevons de nombreux universitaires, experts, spécialistes de la question. Certains sont autour de cette table. Michel Maffezoli nous rejoindra, Baptiste Rapin qui a été évoqué. Des tables rondes sur les métiers d'avenir ou tout à l'heure sur le revenu universel. Bon courage à Xavier Van Lierde. Et vous connaissez le colloque de l'Iliade. Nous sommes quasiment près de 1500 personnes dans l'écrin magnifique de la Maison de la Chimie, avec une exposition, puisque chaque année nous donnons une carte blanche aux artistes et nous leur proposons finalement de traiter le thème du travail et de la création artistique. Et je peux vous dire que nous avons reçu les premières esquisses et nous allons avoir de superbes propositions. Et nous retrouvons autour d'une forme de forum, d'agora, près de 60 à 70 stands qui permettent à chacun de se présenter, de faire vivre cette grande communauté des personnes attachées à notre enracinement, à la fidélité à ce que nous sommes. Tout se retrouve le samedi 5 avril à la Maison de la Chimie. Donc je vous invite à prendre votre billet. Je vous remercie Philippe Diribard, je vous remercie Victor Aubert, Xavier Van Lierde et notre ami Aurélien Pilonel d'Éléments. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis au mois prochain. Le libre journal du lundi soir présenté par Romain Petitjean de l'Institut Iliade. Vive la civilisation européenne.
Vous venez d'entendre le libre journal du lundi soir, seconde partie de cette émission, dirigée par Romain Petitjean, diffusée en direct sur Radio Courtoisie lundi 17 février 2025 de 18h à 21h et réalisée par Claudio. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.